L'actualité à la une ce matin, autour des syndicats de se rendre dans la rue aujourd'hui pour revendiquer une meilleure condition de l'éducation au Burkina. La coalition contre la vie chère proteste contre le système éducatif qu'elle qualifie de catastrophique. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, le Millennium Challenge Corporation et ses partenaires sur les traces de la route nationale 14. Les visiteurs constatent l'état de dégradation annoncé. Les détails dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Tout d'abord, le nombre de conseillers du Conseil économique et social passe de 90 à 92. L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi organique sur la question. La structure a aussi une autonomie de gestion financière. Les 88 députés présents ont voté la loi à l'unanimité. Sogrinoma Ibrahim Gigma. À l'ouverture de la plénière, une information issue de la conférence des présidents tenue un peu plus tôt. La plénière du jeudi 30 octobre 2014, initialement prévue à 16h, est ramenée à 10h le même jour. Puis, le président de l'Assemblée nationale appelle à discussion le seul dossier de la soirée. Il s'agit du projet de loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, CES. Les commissions en charge du dossier exposent les motifs et appellent la plénière à adopter le dit projet de loi. Ce sera chose faite et à l'unanimité des 88 votants du jour. Il s'agit fondamentalement de nouvelles dispositions qui vont permettre au Conseil économique et social de prendre véritablement corps dans l'armature institutionnelle de notre pays, qui vont lui permettre d'être réactif par rapport aux questions émergentes, aux questions d'actualité qui assaillent notre pays, mais également qui vont lui permettre aussi d'avoir de la visibilité, puisque vous constaterez par exemple que le nombre de conseillers a été élargi. Le CES, désormais autonome dans sa gestion financière, ses conseillers jusque-là au nombre de 90 passe à 92. Le gouvernement, venu défendre le dossier, estime que ce projet de loi va permettre d'accroître l'efficacité et la visibilité de la contribution de cette institution au développement durable et à la bonne gouvernance. En rappel, le Conseil économique et social est un organe consultatif chargé de donner son avis sur des questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le président du Faso ou le gouvernement. Dans l'actualité ce matin, la coalition contre la vie chère dénonce le système éducatif du Burkina. Les syndicats ont marché ce matin pour interpeller le gouvernement sur la nécessité d'améliorer le système éducatif. Les explications de Holopoda. C'est une marche de protestation contre les réformes du système éducatif burkinabé. Des réformes jugées catastrophiques selon la coalition contre la vie chère qui a décidé de prendre à bras le corps cette question de l'éducation. En battant le pavé ce matin, la coalition contre la vie chère a voulu donner de la voix et interpeller le gouvernement sur les problèmes qui minent l'école burkinabé. Des problèmes qui se résument entre autres à l'accroissement des effectifs, l'insuffisance des infrastructures et des enseignants, les difficultés sociales liées au système et le taux d'échec élevé. De toute façon, nous avons des institutions qui existent. Nous avons un gouvernement, nous avons des ministères qui sont en charge des enseignements à tous les niveaux. Je crois qu'au niveau de ces différents ministères-là, il y a des programmes qui existent mais qui ne nous satisfont pas. Nous avons au niveau de la CCVC des structures, acteurs du monde éducatif, les syndicats. Et je crois que ces syndicats-là ont fait à plusieurs reprises des propositions. Ce que nous souhaitons, c'est que les propositions faites par ces syndicats-là puissent être prises en considération. Une école démocratique et populaire accessible aux enfants du peuple. C'est tout le sens de cette manifestation qui constitue l'une des activités phares de cette vaste campagne lancée début octobre par la Coalition nationale de lutte contre la vie chère. Et cette bataille pour une éducation de qualité au Burkina Faso devrait, au dire des initiateurs, s'inscrire au registre de la lutte globale pour de meilleures conditions de vie au Burkina.
Et on en arrive à cette question maintenant. Quels sont les droits et devoirs des acteurs du secteur informel? Les animateurs du secteur ont décidé eux-mêmes d'aller à la recherche de l'information. Ils ont frappé à la porte de la Direction générale des impôts qui leur a administré un cours. L'objectif est de comprendre la fiscalité. Estelle Judith Assogba. Le secteur informel occupe 70 à 80% de la population active en milieu urbain au Burkina Faso. Si chacun de ces contribuables s'acquitte de ses impôts, cela aurait un boom sur l'économie du pays. Mais à entendre ces agents des impôts, il existe parmi eux des brebis galeuses. Il y a vraiment des difficultés avec eux, difficultés de maîtrise de leur emplacement, difficultés de maîtrise de leurs activités et difficultés parce qu'ils ne veulent pas non plus faire face à l'obligation parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert ces impôts que nous levons. Des difficultés qui devraient trouver solution à cette rencontre. Sur invitation du mouvement des jeunes du secteur informel, ces agents des impôts sensibilisent ces contribuables sur leurs obligations fiscales et sur l'importance des impôts dans l'économie du pays. Les modules portent essentiellement sur deux choses. Tout ce qui peut rassembler la sensibilisation du contribuable du secteur informel qu'ils sont et tout ce qui va concerner éventuellement leurs droits et obligations également. Voilà. Et dans une troisième partie, on va essayer de leur expliquer à quoi servent ces impôts-là que nous levons sur leur secteur. Bon, cette rencontre va faire une éveil de conscience sur la fiscalité. Les gens vont savoir quelle est la position du secteur informel et quels sont les modes de contribution que le secteur informel doit s'adresser à l'économie nationale. Cette rencontre est une première et les initiateurs souhaitent qu'elle se déroule au moins une fois par an avec l'accord de la Direction générale des impôts. Occasion a été belle pour le président du mouvement des jeunes du secteur informel d'offrir 100 kits de masques de protection à la mairie centrale au profit de la brigade verte. Les producteurs de coton de Burkina étaient réunis vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. L'UNPCB veut se conformer aux dispositions de l'OHADA sur les sociétés coopératives. Les cotonculteurs ont aussi parlé de la saison qui s'achève. Ali Traoré, reportage. L'art vestimentaire traduit leur champ d'action. Œuvrant tous dans le secteur de l'or blanc, ils sont présents à Bobo-Dioulasso dans le cadre de l'Assemblée générale ordinaire de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso. Et à l'issue de 24 heures d'échange, ils devront mettre en place des stratégies d'action en vue d'une meilleure productivité du coton. Nous sommes cette année encore ici pour rendre compte de tout ce qu'on a eu à faire pour l'année 2013. Et le programme adopté aussi de l'année 2014 que nous avons exécuté jusqu'au 10e mois. Et nous allons les présenter le programme des 3 mois qui restent aussi pour qu'ils s'imprègnent de tout ce qui reste comme activité à faire dans les 3 derniers mois. Des acquis ont été engagés par l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, certes, mais un certain nombre de défis se présentent au département de Karim Traoré. Nous avons l'acte uniforme de l'OHADA qui est là, donc nous devons nous conformer. Et cette conformité aussi passe aussi par la mise en place au niveau des provinces, au niveau de l'État, des directions où nous devions nous conformer. Mais l'UNPCB, en tout cas, est beaucoup en avance parce que nous avons trouvé des juristes qui nous ont accompagnés dans nos textes. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, qui accorde une attention particulière au secteur du coton, a exhorté les producteurs à redoubler d'efforts pour maintenir le Burkina Faso au rang du premier producteur africain de l'or blanc. Des visiteurs sur la route nationale 14, c'est la route qui va de Dédougou à Nouna. Ils sont des agents de l'agence de partenariat pour le développement du Millennium Challenge Corporation et des élus locaux. Cette délégation est venue voir l'état de dégradation de cette route longue de 143 km. Karim Sissi. Dans le souci de mieux protéger le bitume de la route nationale numéro 14, route Dédougou-Nouna, frontière du Mali, des aménagements connexes avaient été réalisés. Quelques mois après les travaux, certains aménagements avaient été détériorés. Une situation qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et pour éclairer la lanterne des populations des différents villages traversés par le projet, une visite de terrain a été
organisée. Il y a eu effectivement des inquiétudes qui ont été soulevées par rapport à des insuffisances, des dégradations sur la voie à des endroits. Donc il y a même eu la visite du ministre. À la suite de ça, voilà, les interrogations sont toujours là. C'est prévu dans les contrats donc, du MCC que 3 ans après l'exécution donc, des routes, donc, on retient de l'argent avec celui qui a eu le marché pour faire face éventuellement donc, à toute éventualité, c'est le cas de le dire. De la frontière du Mali à Dédougou, en passant par le pont de Senoko, les canalisations de Djibasso, bref, la délégation a visité tous les points qui semblaient être défectueux. Dans l'ensemble, les dégradations n'ont pas affecté le bitume, comme l'avaient souligné certaines personnes. De quoi rassurer les bailleurs de fonds. Ce que je voudrais souligner est qu'on a constaté aucun problème avec la structure de la route ainsi que aucun problème avec la chaussée. Ce qu'on a vu ce matin, ce sont des questions de drainage dans quelques endroits très spéciaux. Et vraiment, je voudrais souligner qu'avec l'APD, qui est l'entité post-compact d'MCA, ils travaillent dessus, et ils sont au courant de tous ces endroits. Et pendant cette saison sèche, ils vont répondre dans la manière nécessaire. Cette mission a permis d'élever tout équivoque sur la situation de la RN14. Aujourd'hui, quand nous allons repartir, nous allons effectivement au sein du conseil municipal et avec la population, informer les uns et les gens, les sensibiliser pour dire qu'effectivement, ce qui avait été dit, ce n'est pas le cas. On avait abusé de nous quelque part. Sinon, en tant que tel, la voie est bien praticable. Longue de 143 km, la route de Dédougou-Nouna, frontière du Mali, de par sa construction, est prévue pour une durée de 10 ans. Pour avoir travaillé à l'adoption de la loi sur les mutilations génitales féminines, Chantal Compaoré reçoit le prix Sliver Policy Award. C'est un prix qui récompense aussi les efforts de Chantal Compaoré dans la lutte contre ces mutilations à travers le monde. Marguerite Douagneau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le prix de la persévérance dans un combat acharné pour la dignité et la survie de la femme et de la jeune fille au Burkina Faso et en Afrique que la première dame du Faso reçoit ici à Genève ce 14 octobre 2014. Le prix Sliver Future Policy Award 2014 qui salue les mérites de Chantal Compaoré pour son engagement contre la pratique des mutilations génitales féminines. Plus qu'une simple reconnaissance, c'est un appel à poursuivre ce combat de longue haleine contre l'abandon total et définitif de ces pratiques traditionnelles néfastes. En acceptant de recevoir le Silver Future Police Award 2014 au nom du Burkina Faso pour la loi contre les mutilations génitales féminines, je réitère mon engagement à m'investir dans toutes les luttes en vue d'atteindre la tolérance zéro à ces pratiques néfastes. Et c'est une forte délégation burkinabé qui assiste à la remise de ce prix. Et cela n'est pas fortuit. Car au-delà des actions de Chantal Compaoré contre la pratique de l'excision, c'est une reconnaissance pour la loi burkinabé du 13 novembre 1996 contre les mutilations génitales féminines. La communauté internationale reconnaît une fois de plus la justesse et la pertinence de la lutte menée par la première dame du Faso pour le mieux-être et l'épanouissement de la femme et de la jeune fille africaine. Mais pour la lauréate du jour, il reste encore un bon bout de chemin à parcourir pour l'atteinte de la tolérance zéro au MJF et cette distinction est un motif d'encouragement pour le gouvernement et ses partenaires dans cette lutte, dont l'UNFPA qui a toujours accompagné Chantal Compaoré dans ses combats. Le camp Awezin Koulibaly de Bobo a une nouvelle infirmerie, l'infirmerie de consultation famille est sa dénomination. L'armée a été soutenue par le Conseil régional des Hauts-Bassins. Amadou Lioué. Ce bâtiment abritait les services de l'armée de l'air. À compter d'aujourd'hui, il devient une infirmerie de consultation famille qui devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Un qui n'est pas du milieu, il a peur de franchir la barrière.
Mais de nos jours, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de peur. Tout ça, c'est écarté. La voie est libre, il peut accéder à n'importe quel moment, que ce soit de nuit comme de jour. Donc c'est une grande ouverture pour la population de Bobo. Je suis enchantée parce que pour atteindre là-bas, c'était un peu loin. Tandis que maintenant, c'est un peu à la porte et l'accès sera très facile. Il y aura des consultations par un médecin, des consultations par des infirmiers, des soins maternels et infantiles. Et nous envisageons dans un très proche avenir une consultation ophtalmo, une consultation bucco-dentaire également. La réhabilitation de ce centre de santé a été possible grâce au Conseil régional des Hauts-Bassins qui a contribué à hauteur de 8 millions de francs CFA. J'espère que ce service sera très fréquenté par les populations. J'en suis déjà certain parce que avant, bien que les services soient à l'intérieur, la population fréquentait déjà beaucoup les services de santé des forces armées nationales. Et maintenant que c'est au bord de la rue, le service ne peut qu'être plus fréquenté. Nous sommes reconnaissants infiniment au Conseil régional pour cette initiative qui va permettre d'accroître le niveau de prestation du service de santé, et sachant bien que la santé est la richesse la plus précieuse qu'un homme peut souhaiter. Composé de bureaux de consultation, de salles de soins, d'un dépôt pharmaceutique, d'un centre de santé maternelle et infantile, l'ouverture de ce dispensaire viendra accroître l'offre sanitaire de l'armée et contribuer ainsi à rapprocher davantage les forces armées nationales et les populations civiles de la région des Hauts-Bassins. Et puis la Convention de Genève de 1949 vulgarisée dans les garnisons du Burkina. Cette fois, c'est Fada Ngourma que le ministère de la Promotion des droits humains a choisi pour enseigner la Convention. Ils ont réfléchi sur la contribution de l'armée à la mise en œuvre de ce droit. Jakalia Ouattara. Le Burkina Faso est beaucoup sollicité dans les opérations de maintien de la paix, des théâtres d'opérations qui recommandent le respect des règles humanitaires. Le comité interministériel des droits humains initie dans ce sens depuis 2010 des sessions de formation au profit des forces armées nationales. L'objectif étant de renforcer leurs connaissances et leur savoir-faire en matière de droit international humanitaire. Ces militaires qui se retrouvent sur le front et ici on ne les outille pas aux règles qui sied en la matière. Bon, il risque de justement nous amener à ce que l'on voudrait éviter, c'est-à-dire la souffrance des populations. Lorsque vous vous mettez en porte-à-faux de ces règles qui désormais gouvernent la guerre, vous exposez à des sanctions, notamment dans le cas de la CPI. Pour cette session au profit du 34e régiment interarmes de Fada Ngourma, il sera rappelé à 50 sous-officiers les obligations des forces armées dans la protection des civils, la nécessité du respect du droit international humanitaire dans les opérations de maintien de la paix. Aussi sera-t-il question du droit international pénal et du rôle de la CPI en cas de manquement. Mais c'est surtout les responsabilités en cas de manquement que les participants attendent le plus. La responsabilité du commandement, où on dit le chef aurait dû comprendre et censé connaître que le subordonné aurait dû connaître, mais quand même il a laissé faire. Ces sessions de formation en droit international humanitaire des forces armées entrent dans le cadre de la divulgation de la Convention de Genève de 1949 à laquelle le Burkina Faso a souscrit. Au ministère des Ressources animales, les techniciens font le point des ateliers régionaux au ministre. Ils ont choisi Waïguya pour le faire. Cette rencontre bilan a eu lieu vendredi dernier. Koritimi Kagonde. Bilan des ateliers sur la gestion des ressources halieutiques. Les techniciens du ministère des Ressources animales et halieutiques ont dressé le bilan de leur parcours dans les 13 régions de Burkina Faso. À cet effet, le bilan est positif car les agents et acteurs de la pêche ont été informés, formés et sensibilisés. De ce bilan, il ressort que 236 personnes ont pris part à ces séances de sensibilisation axées sur 2 communications. La première communication porte sur la situation de la pêche et l'aquaculture au Burkina Faso et la seconde porte sur la pêche politique comme cadre de développement et mode de gestion. C'est un bilan de 13 ateliers régionaux, surtout pour sensibiliser les premiers acteurs. Il ressort que c'est une activité qui est en train de prendre en vitalité, mais qui a besoin d'accompagnement. Premier niveau d'accompagnement, c'est le renforcement des capacités véritablement des acteurs pour maîtriser les techniques et acquérir les technologies. Deuxième point, il est ressorti une nécessité d'une meilleure synergie entre tous les acteurs.
Débutées à Dédougou du 23 au 24 avril dernier, ces séries d'ateliers ont pris fin à Waïguya le vendredi 24 octobre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a participé à l'empoisonnement du barrage de Namixma. Alors, pour en faire véritablement un secteur économique dynamique, il faudra booster la production elle-même. Donc, l'élevage à travers différentes techniques de production, mais surtout l'empoisonnement de nos plans d'eau. Pour mener à bien ces ateliers dans les 13 régions, 4250 km ont été parcourus. Le ministre demande aux élus locaux, aux techniciens et à la population de jouer chacun sa partition afin que l'empoisonnement du barrage de Namixma soit un succès. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève.